Webinaire sur la mise à niveau de la conservation. On va parler de standards de conservation. D'abord, pour ceux qui veulent accéder au service d'interprétariat, dans la barre d'outils, vous verrez l'icône de monde. Vous pouvez donc cliquer sur cette icône, sur ce symbole, pour pouvoir écouter le webinaire en français aussi. Donc, vous avez la possibilité de sélectionner la langue pour pouvoir écouter les webinaires en français. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à écrire directement à Gustavo dans le panneau de chat. Avant de continuer, je voudrais donc introduire et présenter en fait nos intervenants d'aujourd'hui. C'est peut-être mieux si vous vous présentez par vous-même. Peut-être Nick, vous pouvez vous présenter? Oui, oui, volontiers. Je travaille avec Foundations of Success. Nous avons travaillé avec le réseau sur plusieurs projets de scaling, donc de mise à niveau, de développement. Merci. Anne, est-ce que vous pouvez nous entendre? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Non, on a l'impression que ça ne marche pas. Anne, en fait, elle n'a pas beaucoup de bonne connexion à présent, donc elle est désolée. Elle va envoyer ensuite sa présentation parce que maintenant elle n'a pas de réseau. Ensuite, Gustavo, si vous voulez vous présenter. Bonjour, je m'appelle Gustavo. Je suis consultant au Brésil. Je suis un moniteur de conservation. Je fais partie aussi de beaucoup de réseaux, comme par exemple sur les projets des peuples autochtones. Je guide aussi le réseau de Amérique latine. Valentina? Thank you, Gustavo. Merci, Gustavo. Je viens de Colombie. Nous travaillons avec Gustavo. Nous sommes partie du réseau de Amérique latine sur les projets. Nous sommes impliqués avec différents acteurs afin de atteindre ces objectifs ambitieux de ce projet. Nous travaillons ensemble depuis 1 an et demi, plus ou moins. Donc, merci. Je suis aussi moniteur de conservation coach. Merci, Valentina. Valentina, elle s'occupe aussi d'autres projets. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le panneau de chat. On va les mettre tous ensemble pour pouvoir répondre à ces questions à la fin du webinaire. Je vais me présenter aussi. Je m'appelle Frank Weisenberger. Je suis le coordinateur de centre de conservation. Je travaille avec Gustavo, je travaille avec Valentina sur ce projet pendant 1 an et demi. Un réseau d'apprentissage très vaste. Je voudrais présenter le plan d'aujourd'hui. D'abord, Gustavo va présenter le contexte du projet. Quel est l'objet de notre enquête? Quel est le but de notre projet? Ensuite, Nick va aborder le sujet de réseau au sens large du terme, de comment le mettre à niveau, de comment le développer.
et le défi de développement que Foundation for Success a développé. Et ensuite, nous avons aussi donné un aperçu à différents exemples dans notre projet par rapport à ces défis de développement. Et on va aussi se pencher sur les résultats qu'on attend de ces projets. Donc, les résultats et cet outil incroyable que Foundation for Success a développé. Et avec ça, je voudrais donc passer la parole à Gustavo. Merci Franck. Il est évident qu'il y a eu beaucoup d'intérêt dans les programmes de conservation. On s'occupe donc tous les problèmes et les défis environnementaux et à grande échelle. Vu l'intérêt important et la réalité inquiétante des problèmes environnementaux qu'on voit partout dans le monde, cette tendance a été aussi confirmée par les intérêts de différentes associations et organisations que je vais vous montrer dans le diapo suivant. J'imagine que tous les participants ici connaissent le rôle important des peuples autochtones dans la conservation de la biodiversité au niveau mondial. Les peuples indigènes et les peuples autochtones, les communautés locales ont des droits sur environ 38 millions de kilomètres carrés et ils s'occupent d'environ 40% des zones protégées du monde. Donc, il est évident que leur soutien est fondamental pour assurer le succès de ce projet. Il y a des initiatives au niveau mondial et national pour arriver à atteindre ces objectifs. Le cadre biodiversité mondiale de Montréal est le plus important. C'est l'important pour les communautés locales et pour les peuples autochtones que d'ici 2030, environ 30% de l'eau et des zones marines et de la côtière et toutes les zones très importantes pour la biodiversité, pour les écosystèmes. Il est important qu'ils soient bien conservés, bien gérés. Donc, j'ai déjà souligné l'importance des peuples autochtones. Ce cadre de biodiversité reconnaît les droits des peuples autochtones et des communautés locales, surtout au niveau de leur territoire, et espère de pouvoir trouver des collaborations entre les communautés locales et les gouvernements. Donc, si le monde veut atteindre le 30 par 30, l'objectif de ce cadre de la biodiversité mondiale, il est important qu'il donne des outils pertinents aux peuples autochtones pour les impliquer et pour guider ces initiatives de biodiversité. Il est important aussi qu'on suive vraiment les outils qui sont déjà présents, comme on a vu en Australie. Il est important que la participation équitable soit assurée dans le processus de planification parce que les communautés locales et les peuples autochtones ont besoin d'outils comme le Earth Country Planning qui permet de tisser les traditions avec la modernité. Ils ont demandé des outils pour mieux préserver leur territoire. Ils doivent garder les connaissances de leur tradition qui est vraiment intégrée dans leur système de connaissances. Et ce sont les meilleures personnes, les meilleures communautés pour vraiment guider ces changements. Donc, quand les standards de conservation ont été adoptés, qui permettent d'avoir des cautions, des approches et des terminologies qui couvrent vraiment aussi la partie de guide, d'indication, d'orientation de ces standards. Ceci a été mis à un point avec la communauté locale et pour que c'est vraiment un impact sur le long terme.
Donc, augmenter l'accès aux PAC, les peuples autochtones et communautés locales, aux standards de conservation va permettre d'atteindre les objectifs du cadre de biodiversité mondiale et aider à s'adresser aux défis mondiaux. Il s'agit de plans qui sont adaptables, qui sont donc pertinents au niveau local pour les PAC, et ceci permet de façon plus facile de développer et de mettre à niveau toutes les initiatives sur les zones maritimes et les zones terrestres. La plupart des acteurs de ces standards est qu'ils sont vraiment, ils ont été vraiment créés pour être accessibles, pour être pertinents au niveau local. Donc, l'idée est d'adapter le langage pour rester vraiment pertinent au niveau local pour réduire les barrières. Essayer d'être simplifié, facile à comprendre, tout en s'occupant de sujets complexes et comprendre aussi ce que les PAC veulent pour arriver à atteindre des objectifs sur le terrain pour qu'il y ait, cela se traduit sur des plans sur le long terme, qui soit accessible aussi pour chaque étape de processus qui travaille dans certaines communautés. Les adaptations aussi doivent être inclusives. Les processus peuvent être ajustés en fonction de gouvernement, en fonction de système de prise de décision. Il faut considérer que la culture autochtone est centrale. Donc, les standards de conservation, aussi bien que la planification, donnent la structure pour vraiment intégrer la science occidentale avec les connaissances traditionnelles des autochtones pour avoir des résultats vraiment élevés qui marchent dans les communautés locaux et qui arrivent aussi à renforcer les liens des communautés. En fait, on sait déjà que les résultats sont plus sur le long terme si les PAC sont impliqués. Donc, je voudrais donc passer la parole à Nick qui va parler de ce cadre de mise à niveau. Nick, au cadre de développement. Merci à tout le monde, je suis très content d'être ici et de pouvoir partager ce cadre que nous avons développé. Donc, notre cadre de mise à niveau se base sur une recherche qu'on a menée, différents cadres créés par d'autres personnes. Il y a plusieurs exemples de cadres de mise à niveau. Ça devient aussi des domaines différents, dans le domaine des affaires, le domaine commercial, le domaine gouvernemental. Donc, il y a plusieurs idées qui se sont mélangées dans différentes études. Donc, on a pris toutes ces études. Notre cadre vraiment conjugue différentes idées, différents types de pratiques. Donc, la première, c'est le fait de prendre des actions et les développer, donc les mettre à niveau. La deuxième est de promouvoir le changement de comportement. Il faut commencer vraiment à penser à un changement systématique. Troisième point, c'est comment regrouper les réseaux. Donc, on a regroupé tout ça pour créer notre propre cadre de niveau. Donc, ensuite, on a sorti avec 5 différentes approches pour arriver à mettre à niveau des concepts initiaux. Donc, il y a plusieurs types de personnes, A et B. Donc, on a commencé avec une idée qui marchait très bien, on a voulu la développer. D'abord, on veut simplement commencer par une idée et donc développer sur un concept initial, donc par exemple élargir la zone de protégée ou donc expandre le concept initial. La deuxième approche est de commencer par le concept et de le répliquer en différents programmes. Donc par exemple embaucher différentes équipes qui travaillent dans différentes parties du monde, parties de paysages, et s'occupent de programmes différents. La troisième approche est de prendre cette concept initial et au lieu de le répliquer, c'est simplement de la diffuser et en espérant que d'autres personnes vont reprendre cette idée et vont la traduire à leur façon. Et donc,
Ça va vraiment répandre l'idée, comme vous voyez dans la diapositive, partout dans le monde et peut-être, se répandre encore plus. Et cela s'appelle scaling out, dans le sens vraiment de développer, ce qu'on a. Alors qu'on a l'autre, scaling up, que ça veut dire de vraiment changer le, stratégie, de niveau de système. Donc par exemple, faire un travail sur le marketing ou un autre type de travail pour vraiment changer le système. Ensuite, c'est plutôt, notre approche, implique vraiment, l'approfondissement. Donc essayer vraiment de, étudier et pour vraiment changer les règlements du système, transformer le système, faire en sorte que tous ces idées se propagent et commencent à être, appliquées. Donc c'est 5 différentes façons de, diffuser ou de mettre à niveau une approche. Donc on a développé une théorie de changement qui peut-être ça vous dit quelque chose. Ce n'est pas une stratégie spécifique, c'est un modèle que je voulais vous montrer, donc c'est le programme de réplication. Donc vous voyez la première donc approche. Par là, on veut continuer. L'étape suivante est d'avoir différents projets. Donc on trouve des stratégies spécifiques, on essaie de trouver des ressources, on essaie de trouver ce qui est pertinent, ce qui marche, ce qui est efficace, ce qui est pas. On essaie de trouver donc aussi des équipes qui, travaillent sur ces stratégies. Et les acteurs principaux vont ensuite adapter les pratiques dans les différentes parties du bloc qui, mettent en place cette approche. Donc voici, toute la liste des choses qu'il faudrait faire pour faire en sorte que, mise à niveau fonctionne. Ensuite, on pourra regarder aussi d'autres, choses qui vont marcher. Donc, il y a des choses, par exemple, que je voulais juste, souligner. Il faudrait avoir donc plus de ressources pour développer numéro 4, pour obtenir plus de ressources ou numéro 5, avoir, donc des facteurs d'efficacité nets qui puissent être, trouvés. Et nous avons donc, des, définitions similaires pour chacune de ces, approches. Merci. Ensuite, oh, la deuxième façon de penser est de réfléchir au niveau de changement de comportement. C'est un groupe qui s'appelle RARE. Il y a quelques années, ils ont développé 6 différents niveaux de changement de comportement, à savoir les façons dont on peut changer le comportement des gens. Nous avons aussi, regardé, d'autres approches développées par d'autres groupes de sciences sociales. Et encore une fois, on a pris toutes ces approches et on l'a utilisé pour créer notre propre liste, notre façon de changer le comportement des personnes. Donc, on a fait, donc vous voyez sur la colonne de gauche, FOS, Foundation for Success, et vous voyez la liste de toutes les différentes façons qu'on a fait pour différentes choses qu'on utilise pour changer le comportement, comme par exemple en français, convaincre, réglementer, pousser, etc. Ensuite, on est parti de cette théorie donc de réseau. On a travaillé avec un professeur pour comprendre comment regrouper ces réseaux et de comment cela fonctionne, un changement de comportement. Et lui aussi, il a une idée très intéressante. Si vous voulez faire en sorte que le comportement compliqué soit adopté, il ne faut pas vraiment les influencer directement et la personne au centre du réseau, mais il s'est rendu compte que pour les développements, le changement de comportement compliqué, en fait, la dernière personne qui change est la personne centrale parce que le changement a lieu vraiment dans le réseau. Et donc, utiliser le réseau signifie de commencer à changer au sein du réseau et ensuite changer à partir de ce changement dans le réseau. Je pense que c'est très intéressant. Vous pouvez voir dans le schéma et on peut l'appliquer aussi dans les centres de conservation.
Donc, voici les 3 différentes parties de notre cadre de mise à niveau. Comme je répète, mettre à niveau les actions, promouvoir le changement comportemental et regrouper les réseaux. Mais est-ce que cela marche vraiment dans le monde réel? Et c'est là que nous avons décidé de créer un réseau d'apprentissage pour évaluer ce cadre. Donc, un réseau d'apprentissage signifie que il faut pas faire une expérience dans un contexte artificiel, mais plutôt des cas d'études réels. Donc, par exemple, on a programme A, et nous, on a développé 6 programmes différents pour les mettre ensemble, pour appliquer notre travail et appliquer donc ce cadre de mise à niveau et l'utiliser au sein d'un réseau, d'une équipe de réseau, pour comprendre si ensuite ça peut être partagé avec des donateurs, des organisations ou d'autres. Donc, c'est quelque chose qui passe à travers le réseau et qui ensuite peut être, dans le meilleur des cas, partagé avec le reste du monde. Donc, notre réseau d'apprentissage a eu 6 différentes organisations, était fondé par la fondation Gordon et Betty Moore et par la Foundations of Success. Et les 6 programmes de monde réel, un s'occupait de crevettes qui peut élever bien tout en respectant le climat. Ensuite, un projet dans les États-Unis. Ensuite, un autre projet en Amérique latine sur des zones protégées. Ensuite, on a eu un autre projet qui s'occupait de la réduction de, de tuerie d'oiseaux dans la Méditerranée. Un autre projet visait plutôt les Philippines. Et donc, ces différents projets, on s'est penché sur comment les mettre à niveau. Il y a le 6e projet aussi qui est très, très, très important, à savoir comment développer une conservation de zones indigènes en utilisant les standards de conservation. Donc, je vais encore passer la parole aux autres. Merci, merci bien. Merci bien pour le contexte. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on fait partie de ce réseau pour les derniers 18 mois. Et pour ce qui est passé dans les 13 dernières années en Australie, je suis désolée, mais c'est assez grave. Tout ça a commencé en 2008-2010 dans l'ouest de l'Australie, dans le nord-ouest de l'Australie. Il y a eu l'adaptation des standards de conservation qui étaient développés par les packs de l'ouest de l'Australie. Ils voulaient déclarer une zone protégée autochtone et donc ils devaient travailler et développer un projet de gestion. Une fois qu'ils ont développé ce plan d'adaptation, leurs voisins avec qui ils avaient des liens culturels, ils ont adopté des approches similaires. Et donc, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Vers 2012, il y a eu le plan par pays qui ont contribué à un système de ressources et de recherche en Australie qui a contribué donc à augmenter les zones protégées du pays. Donc, dans les années suivantes, il y a eu un développement stable dans d'autres zones de l'Australie. Nous avons partagé nos expériences avec d'autres communautés autochtones en Australie. Et comme vous voyez, il y a eu de plus en plus de plans régionaux qui ont adopté ce type d'approche un peu partout en Australie. Et ensuite, dans les dernières années, ça s'est développé aussi dans le sud et dans le centre du pays. Vous pouvez voir ces groupes autochtones sont vraiment développés en tant que plan de pays. Il y en a qui sont vraiment très grands. On parle vraiment
de zones qui sont aussi grandes que certains pays, mais il y a aussi des zones plus petites et très fragmentées et vous voyez aussi des petits points dans le nord, mais après 13 ans de développement de ces projets, aujourd'hui, 22,90% du système de recherche nationale est couvert par ces plans de pays. Et cela couvre 1,4 million environ kilomètres carrés, et c'est vraiment une contribution importante. Et ce qui s'est passé en Australie, nous voulions utiliser cette expérience australienne pour vérifier certains faits, certains résultats de certaines recherches. Donc, juste pour énumérer les différents modèles de développement, d'abord, on a eu donc la diffusion, le fait que ces études ont été répandues. Il s'agissait vraiment d'enregistrer les apprentissages de la première adaptation et des autres phases et d'autres étapes. On a créé différents supports, différents outils qui ont aidé les groupes tout au long du processus. On a publié certains articles pour partager les connaissances et donc on a donc récolté différentes types d'informations, de renseigner les gens et les différents groupes. Ensuite, comme vous avez vu, on a commencé dans le nord-ouest de l'Australie. Il y a eu des collaborations parmi différentes organisations. On a parlé avec des propriétaires traditionnels, avec des gardiens des pays, avec des organismes représentatifs et aussi d'autres organismes qui représentent les peuples autochtones d'Australie. Ensuite aussi une ONG australienne qui travaille avec les gardiens traditionnels. Et donc, on a utilisé le même modèle de façon simultanée avec d'autres groupes. Et chaque groupe avec sa zone opérationnelle. Et chaque groupe a pu s'expandre et a pu atteindre des économies de mise à niveau développées de cette façon. Ensuite, on a eu des allocations pour continuer à travailler et au fil des années, ça s'est développé de plus en plus. Pendant 3 ans d'allocation et d'aide, on a pu vraiment former des coachs, des moniteurs, et ils ont vraiment pu prendre en main les projets et les diffuser dans leur communauté. Et ensuite, ils ont pu aussi concevoir d'autres plans, d'autres projets qui vont être mis en œuvre dans les années qui viennent. Ensuite, il y a un programme de gouvernement australien pour le soutien des zones protégées des autochtones, des peuples indigènes. Donc, il s'agit c'est un type de communauté qui gère et qui guide les zones protégées. Se rencontrait tous les 2 ans pour discuter. Et donc, on a une bonne opportunité pour partager notre histoire et aussi la possibilité de collaborer de façon efficace avec le gouvernement. Cela aussi nous a permis de continuer avec succès sur le projet. Juste pour vous donner un aperçu sur le projet, comme j'ai dit, l'Australie a été notre, disons, premier projet pour vérifier les faits. Et ensuite, le projet s'est focalisé sur d'autres régions où il y avait déjà des phases précoces d'adaptation, comme les Amériques, le Nord et le Sud. Dans ces régions, nous avons été soutenus par d'autres groupes, d'autres communautés de conservation qui travaillaient dans les Amériques.
Donc, par exemple, Gustavo et Valentina font partie de ces différents groupes qui représentent l'Amérique du Sud. Gustavo habite au Brésil, alors que Valentina représente en Colombie. Ensuite, nous avons des collègues en Afrique. Et ensuite, nous avons aussi des collègues en Asie, en Philippines et ailleurs qui nous ont vraiment soutenus, et aussi en Australie. Déjà des représentants des peuples aborigènes et aussi du gouvernement. Et un site aussi remplacé par Gustavo quand il a déménagé dans le pays. Le projet a été géré par un comité composé par des personnes de différentes zones pour vraiment s'assurer que ça soit guidé d'une perspective de communauté et non seulement par des personnes qui habitent en Australie. Il y a eu vraiment des guides de programme. Gustavo qui a travaillé le plus. Et avec d'autres personnes, comme j'ai dit, on s'est focalisé sur 3 régions. D'abord l'Amérique du Nord, ensuite l'Amérique latine et enfin l'Australie. Dans chaque région, on a mené des sondages en ligne, des entretiens pour vraiment approfondir la question et discuter avec des acteurs clés dans la région pour mieux comprendre la situation. On a aussi mené des ateliers au niveau régional et des cas d'études qu'on a mentionnés. Et on va aussi vous les montrer à la fin du webinaire. Donc, nous sommes focalisés dans ces 3 régions principales, mais sans oublier nos collègues en Afrique et en Asie. Nous avons aussi mené des ateliers régionaux dans ces 2 régions pour vérifier si les résultats qu'on avait obtenus en Amérique latine, en Amérique du Nord et en Australie avaient aussi du sens dans d'autres zones géographiques, parce que c'est clair que nous essayons de soutenir les peuples indigènes au niveau mondial, dans toutes les régions. Donc, ce projet nous a impliqués pendant 18 mois. Et ensuite, il y a eu un atelier pour la synthèse au niveau mondial. Et je vais passer la parole rapidement à Nick pour qu'il puisse montrer, expliquer un peu mieux ce défi de développement ou de mise à niveau. Merci Nick. Merci Franck. Donc, si on regarde à notre apprentissage au niveau du réseau, ce que nous tirons des expériences avec les réseaux autochtones, voilà. Donc, nous avons tiré 5 conclusions. D'abord, nos approches de mise à niveau, nos 5 approches de mise à niveau en général étaient validées. Ensuite, que la théorie des changements de comportement est fondamentale pour notre cadre. Ensuite, il faut réfléchir sur mentalité où les systèmes est le plus important. Ça, c'est fondamental pour trouver vraiment une bonne combinaison d'approches de mise à niveau. Ensuite, nous devons toujours trouver comment puiser dans le potentiel de l'analyse de réseau. Et 5, désolé. Maintenant, je voudrais parler de défis de développement FOS, donc Foundations of Success. Donc, comment faire en sorte de mettre à niveau votre programme? Donc, ce défi de mettre à niveau a 3 étapes principales. La première étape est de parler de ta stratégie principale et de faire 6 choses. Décrire le concept et les unités que vous voulez développer. Ensuite, décrire vos acteurs principaux et leur comportement désiré. Ensuite, définir le propos de votre ambition.
de développement. Ensuite, déterminer l'orientation du système et les barrières potentielles. Le cinquième est décider vos approches de mise à niveau. Et enfin, détailler les calculs nécessaires pour vérifier la faisabilité et peaufiner votre ambition de développement. Donc, ensuite, en fonction de ces résultats, vous devrez peut-être répéter ça avec différents acteurs, différentes personnes pour voir un peu si les résultats sont différents. En fonction de ça, il y aura une décision oui ou non vis-à-vis de cette approche. Donc, voici les étapes dans le défi de mise à niveau. Pour vous montrer comment cela marche, je pense que Franck et mes collègues vont vous montrer de comment eux, ils auraient répondu à ce défi de mise à niveau. Et c'est juste un type de livre de livre d'exercice pour pouvoir mener l'exercice par vous-même et voir si cela peut marcher pour votre projet. Comme vous verrez dans votre livre d'exercice, il y aura des diapositives bleues, d'autres grises et d'autres blanches ou rouges. Et ensuite, il y a les explications à côté pour voir un peu comment vous pouvez vous y prendre. Mais à la suite, Franck, je pense que c'est à vous. Vous allez montrer comment cela peut marcher. Merci, Nick. Donc, je fais un petit spoiler. Vous regardez les outils, peut-être vous allez répondre, ah, je connais tout, en fait, j'ai pas besoin de développer davantage. Parce que souvent, quand on mène notre travail, on se retrouve dans notre petite bulle et on pense que c'est très clair et que tout le monde va comprendre. Mais en fait, ce n'est pas le cas parce que ce qui me semble vraiment évident pour moi et pour ce projet, est que faut vraiment être clair dans la communication, sinon les autres ne vont pas vraiment comprendre. Et donc, la communication est fondamentale parce que souvent, il y a des choses qui se passent dans la tête et que ne sont pas claires aux autres. Donc, comme on a dit à l'avance, tout à l'heure, pardon, dans les 13 dernières années, on a pu voir comment la planification par pays de ces standards de ce projet s'est répandue un peu partout en Australie. Donc, on a vraiment créé l'accès à ces standards de conservation et à différents projets pour faire en sorte que les projets de conservation puissent être appliqués dans les différents territoires. C'est ça, notre stratégie de mise à niveau, de développement, donner l'accès à tout le monde et à différents acteurs à ces projets. Dans notre cas, les unités à développer sont les territoires autochtones, les aborigènes. Il s'agit de territoires pas figés, nous sommes assez flexibles. C'est clair que même si on utilise, en utilisant les frontières de l'État-nation, on suit, disons, le résultat de l'histoire colonialiste, mais en tout cas, ça reste quand même un point de repère qui nous permet d'être compris un peu partout. Donc, on a quand même décidé de suivre ces frontières. On a commencé à dire quel est le comportement qu'on veut obtenir par nos acteurs. Donc, on a dû définir les premiers acteurs, les acteurs secondaires. Donc, la théorie du changement va montrer votre concept fondamental. C'est un diagramme qu'on peut lire de gauche à droite et qui montre quels sont les acteurs primaires. Donc, à droite, vous voyez ce qu'on veut atteindre. Donc, améliorer l'accès à des adaptations pertinentes aux standards de conservation pour donner aux peuples autochtones et aux communautés locales la possibilité de
gérer de façon efficace les projets de conservation sur leur territoire. Ensuite, à gauche, vous voyez les standards de conservation. Donc, cette adaptation doit devenir pertinente au niveau local. Ça doit être un outil de planification pour les communautés locales et pour les peuples autochtones qui auront accès aux adaptations pertinentes de ces standards de conservation et l'opportunité d'appliquer cette approche. En Australie, ensuite, c'est clair, il y avait aussi des acteurs secondaires, donc des acteurs, donc comme les ONG, aux personnes, aux organisations qui ont des relations de long terme avec les communautés des aborigènes et les autochtones et qui ont aussi des relations de long terme avec les agences des aides. Ensuite, il y a les fondations qui allouent les aides. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'ils soutiennent les peuples indigènes. On veut voir vraiment voir les résultats qui arrivent d'une gestion transparente. Et donc, on veut aussi partager ce point de vue avec les autres acteurs pour créer un environnement de soutien où tous les acteurs soutiennent les peuples autochtones et les aident à accéder à ces standards de conservation. Ensuite, lorsqu'on a défini notre objectif, on a aussi défini notre ambition dans le développement. On connaissait ce qui était possible. Si on regarde les 13 dernières années, on a compris que, comme Gustavo a dit tout à l'heure, il y avait un accord qui a été ratifié dans le cadre des rapports de la diversité, qui a donc permis de définir l'ambition moyen terme 2023-2027, comprendre que les peuples autochtones sont les gardiens des zones protégées. Mais que cet accord nous permet d'être mieux connus, être plus populaires. C'est pour ça qu'on utilise ces standards. Donc ensuite, on a un programme d'ambition sur le long terme, 2025-2030, pour vraiment soutenir les peuples autochtones au niveau mondial avec des adaptations pertinentes d'accès et de développement des standards de conservation pour soutenir les communautés locales et les peuples autochtones dans les projets de conservation. Alors, disons que la mission de moyen terme se focalise sur l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, avec certains projets aussi en Asie et en Afrique, alors que celle de long terme, c'est plutôt pour le monde entier. Vous voyez la carte ici. Au moyen terme, nous voudrons voir une augmentation de l'adaptation de certains de ces standards de conservation aussi en Afrique et dans le reste de l'Amérique, des Amériques et dans le reste du monde, bien évidemment. Nous avons mené une analyse systémique vraiment très simple dans le monde entier, dans différents pays, où les peuples autochtones représentent une bonne partie de la population. Et nous avons développé 2 critères qui se reflètent aussi sur notre recherche en Australie. Le premier critère concerne les politiques au niveau national qui soutiennent les peuples autochtones, donc la reconnaissance de leurs droits, de leur présence. Et le deuxième critère est plutôt un contexte de politique internationale qui soutiennent les initiatives de conservation pour les peuples autochtones et qui leur donnent aussi le droit de gestion. Nous avons fait un petit test, une petite analyse systémique, et nous avons donc trouvé des pays
ou qui sont les plus favorables pour ces modules de conservation en faveur des peuples autochtones. Et donc, nous avons aussi fait une analyse de d'autres pays où certains critères sont présents ou pas. Et ensuite, il y a aussi des pays où, malheureusement, il n'y a pas les conditions nécessaires pour vraiment soutenir les peuples autochtones. Nous n'avons pas utilisé cette analyse pour déterminer quel pays on pouvait se focaliser, mais on s'est rendu compte qu'on devait travailler sur vraiment pour mieux comprendre notre approche de mise à niveau. Pour faire ça, un autre projet développé par Nick et son équipe, qui nous a beaucoup aidé, c'est le processus de décision basé sur 6 étapes. Et donc, quel type d'approche les personnes devraient utiliser pour pouvoir vraiment intégrer ce type de standard de conservation. Je voudrais donc souligner en fonction de votre système, vous voyez sur le schéma, un peu en fonction de l'approche, quel type de parcours vous pouvez faire. Il y a donc des lignes directrices aussi pour vous aider, qui vous permettent de mieux comprendre aussi quel est votre contexte, quelles sont les stratégies de conservation à suivre. Mais en général, on peut dire que cette approche nous a vraiment permis de mieux définir les approches de mise à niveau. Ensuite, je voulais vous montrer d'autres diapositives. Il y a certains groupes, certains pays qui ont vécu une orientation du système vers le bas, surtout par exemple quand il y a un manque d'adaptation pertinente au niveau local. On a vu ça en Australie. Il y a eu un contexte vraiment positif, mais malheureusement, ils n'ont pas vraiment vécu des adaptations pertinentes au niveau local. Et donc, différents acteurs, ils sont soutenus. Aussi, pour ce qui concerne les lignes directrices, et en général, on peut dire qu'on a pu atteindre nos objectifs, on peut dire qu'on a pu mettre à niveau et développer les approches. Ensuite, dans certains pays, il n'y a pas ne présente pas ces contextes favorables. Donc, il y a des orientations de systèmes qui sont plats dans certains pays ou des régions qui reconnaissent les peuples autochtones, mais qui n'ont pas vraiment des programmes très clairs. Et donc, il n'y a pas de ressources pour la planification. Par exemple, en ce qui concerne les droits de gestion. Donc, avant de pouvoir commencer à parler de développement et de mettre à niveau, on doit vraiment créer les conditions pour pouvoir construire ces programmes, pour pouvoir collaborer, pour pouvoir impliquer les différents acteurs. Donc, encourager les changements politiques ou des plaidoyers pour vraiment faire des changements systémiques, changer des règlements. Une fois que ces conditions seront mises en place, il y aura peut-être des adaptations pertinentes au niveau local et qui pourront aussi permettre l'émulation et l'expansion. Ensuite, il y a des pays où tous ces critères manquent, qui sont absents. Et donc, il y a des pays qui ne reconnaissent pas les peuples autochtones et qui n'ont pas de programme ou de plan. Et donc, il n'y a pas de ressources. Et donc, il est important de collaborer avec différents acteurs pour créer les conditions pour pouvoir financer et soutenir les peuples autochtones et les communautés locales pour pouvoir développer ensuite l'adaptation de certains programmes. Je pense que le message clé est vraiment
qu'il existe des différences dans les stratégies de mise à niveau et qu'il faut vraiment se focaliser sur quelle partie vous voulez vous focaliser parce que nous avons vu que seulement une approche ne marche pas, alors qu'il faudrait plutôt mélanger différentes approches pour réussir. La dernière étape, c'est vraiment comprendre quel est le concept, les unités que vous voulez développer, définir le propos de votre ambition de développement, décrire vos acteurs d'objectifs et leur comportement que vous voulez obtenir, déterminer aussi son système et leur potentiel. Donc, nous avons utilisé ces expériences pour mieux comprendre et il est important de développer les modalités d'adaptation au niveau local et lui aussi adapter différentes approches dans leur contexte spécifique pour que ça soit pertinent. Il est important de créer un réseau de communication pour impacter les différents acteurs, pour assurer que nous partageons toutes nos expériences et nos résultats et que les personnes dans son réseau ont accès à certaines de ces ressources et qui peuvent donc développer davantage. Donc, pour atteindre le soutien des projets visés aux peuples autochtones et ensuite pour que les peuples autochtones puissent avoir accès aux compétences et aux ressources pertinentes et donc soutenir tous les programmes de formation et de soutien. Il s'agit ici d'éléments clés que nous avons faits. Je vous ai mentionné comme partie de ce projet, nous avons aussi créé des supports, des articles pour répondre à certains besoins verbalisés par des personnes. Par exemple, il y a le développement d'une brochure sur l'adaptation des standards de conversation, de quoi il s'agit et de ce qu'on peut faire. Ensuite, on a une autre publication sur les... On a développé ensuite des cas d'études en Équateur, Suède, Australie, Colombie, pour vraiment fournir des exemples pour que les personnes puissent vraiment regarder comment les standards de communication est appliqués. Tout ce matériel est traduit en 4 langues, à part pour l'anglais, en espagnol, portugais, français et bahasa indonésien, pour qu'il soit accessible à beaucoup de personnes. J'ai parlé aussi d'une recherche que nous avons menée, un cas d'étude régionale qui explique les projets Amérique du Sud, au Canada, Amérique du Nord, Australie. Il s'agit de documents qui sont anglais pour ce qui concerne l'Amérique du Nord, Canada et l'Australie. Et ensuite, pour les autres pays, on a aussi l'espagnol. Vous pouvez accéder à toutes ces ressources sur notre site web. Si vous scannez ce code QR ou si vous regardez le panneau de chat où Gustavo ou Valentina ont partagé les liens, vous pouvez trouver donc notre site web. Et à part ces ressources que j'ai donc mentionnées, il y a des articles, il y a d'autres guides développés par des personnes un peu partout dans le monde. Et ici, vous avez un plan de monde qui vous aide vraiment à localiser nos projets pour encourager les échanges parmi les différents projets, pour que tout le monde puisse vraiment communiquer et pour inviter les personnes intéressées à nos webinaires et à consulter tout ce matériel. Donc, je vous invite vraiment à consulter ces ressources et faire partie de notre réseau.
Nous modérons un réseau et un newsletter. Si vous voulez vous inscrire, simplement, vous pouvez écrire à notre email adresse, ou vous pouvez nous suivre sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux. Il y a toujours des opportunités intéressantes qui se présentent. Voilà des façons pour apprendre davantage sur nos communautés de pratique. Je suis sûre que vous êtes tous intéressés à apprendre davantage en ce qui concerne ces outils que Foundation for Success a développés. Donc, je passe la parole à Nick qui va parler davantage à propos du défi de mise à niveau de développement. Je pense que vous pouvez aller sur le site FOS, que vous voyez donc l'adresse là sur la diapositive à l'écran. Utilisez le QR code et vous pourrez donc accéder au site et aux ressources que Franck a mentionnées. Et aussi, si vous voulez nous contacter, nous serons très contents de pouvoir vous donner plus d'informations. Merci. Merci Nick, merci Gustavo et Valentina. Je laisse ce diapositive encore pour quelques secondes. Et si vous voulez donc écrire les détails pour pouvoir me contacter par la suite. Et je vous rappelle aussi que vous avez la possibilité de poser des questions. Et donc, c'est à Gustavo qui va lire les questions. Donc, nous n'avons pas vraiment reçu de questions dans le panneau de chat, mais nous sommes un groupe très petit et donc on invite tous les participants à écrire des commentaires, à vos réactions ou de vos questions. Vous êtes vraiment vous invitez à simplement à allumer votre micro et à parler. Also, while we can wait for a few ideas to Aussi, come. pendant qu'on attend, je voudrais juste dire que la liste de communautés de pratique mentionnée par Franck est un endroit très, très, très intéressant pour discuter des idées, pour avoir aussi les réponses à vos questions par un groupe d'experts, de moniteurs, de praticiens qui ont vraiment envie de partager leurs connaissances visant notre objectif de impliquer les peuples indigènes à la gestion de zones de conservation. Nous sommes vraiment très contents d'avoir votre avis et votre participation pour être plus nombreux. Génial, merci Gustavo. Je pense que peut-être on a donné tellement d'informations approfondies que les participants doivent vraiment digérer toutes ces informations, les contextualiser et que c'est un peu difficile à présent de poser des questions. Mais donc, s'il n'y a pas de questions aujourd'hui pendant ce webinaire, vous pouvez bien sûr nous contacter directement ou Nick, ou moi, ou d'autres, au Foundation for Success, pour poser vos questions et nous serons très contents de répondre à vos questions concernant ce webinaire. Mais s'il n'y a personne qui a des questions, je vais peut-être arrêter l'enregistrement. Et remercier tout le monde pour avoir participé à ce webinaire. Merci à Valentina, à Gustavo, à Nick pour avoir présenté avec moi ce webinaire. Merci à traducteur pour avoir traduit notre webinaire. C'est déjà le 3e webinaire et nous faisons vraiment des efforts pour diffuser ces infos dans toutes les différentes
zone du monde et nous allons aussi mettre l'enregistrement de cet webinaire dans notre chaîne YouTube. Toutes les personnes qui sont enregistrées pour ce webinaire, vous allez recevoir donc un email avec les liens à nos ressources et au lien à l'enregistrement. Donc, si vous n'avez pas pu participer, vous avez toujours la possibilité d'accéder aux informations qui ont été partagées lors de ce webinaire. D'accord. Merci à tout le monde. Nous avons économisé donc 20 minutes sur notre vendredi, donc profitez de ces 20 minutes. Prenez une tasse de thé et bon week-end. Merci à tout le monde. Merci. Merci, au Have a revoir. nice weekend. You too. Merci, bon week-end. We can stop recording right now. Nous pouvons donc arrêter l'enregistrement. Oui, je l'ai déjà arrêté.